Alors, Coralie, Oui, Clément. je viens d'avoir Marc Sissoko Mm. qui me dit que non, l'information qui a été donnée concernant les propositions que je t'ai écrit là tout à l'heure, qui vient de Tchemoko, Ouais. ça a été dit non officiellement, mais c'est ce qu'ils vont faire dans 3 jours. Aujourd'hui, c'était une prise de contact en quelque sorte, qui n'a pas eu véritablement de proposition, mais la majorité présidentielle a demandé de mettre en place un cadre de dialogue de sortie de crise. Et que la proposition qui sera donnée, c'est dans 3-4 jours, dans le cadre de ce cadre de dialogue, mais que ça a été dit dans le couloir et que ce n'est pas une information officielle. Donc je me suis dit qu'il faut que je t'écrive tout de suite. Ah ouais. Voilà, pour qu'on ne dise pas, ouais, RFI a dit ça. Bah, de toute façon, non, mais de toute façon, j'aurais parlé à d'autres gens avant de la diffuser, mais oui, t'as bien fait, ouais. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la majorité, donc, première fois qu'ils se rencontrent, etc., Oui. la majorité propose de mettre en place un cadre de dialogue de sortie de crise et que dans 3 jours, tout le monde se rassemble et que peut-être qu'il y aura cette proposition. Voilà, cette proposition que tu peux citer déjà, qui sera certainement ça. Ça, en tout cas, c'est sûr, certain que le consensus va dans ce sens, pour le côté de la majorité. Et ceux qui étaient présents, il y avait Bakary Tereta, le président de RPM, il y avait, comment il s'appelle, Jarasuba, apparemment, un des vice-présidents. Bon, c'est ce qu'il m'a dit, il y avait d'autres cadres, mais ils ne se connaissent pas trop. Donc. D'accord, ok. Donc, en gros, mise en place d'un cadre de dialogue de sortie de crise, pardon. Et tout le monde va se regrouper dans 3 jours. Voilà, dans 3-4 jours, on va se retrouver. Et demain, une information d'urgence qui vient de tomber. Demain, Mahmoud Diko rencontre les membres de M5 pour leur donner des informations. On ne sait pas quel type d'informations. En tout cas, il aurait reçu des informations. À mon avis, c'est la négociation avec la CEDEAO et concernant l'arrivée des présidents de la CEDEAO. Et il rencontre les membres de M5 pour donner des informations. Moi, je te donne maintenant mon expertise. À mon avis, il y a des négociations qui se passent officieusement. J'aurais appris que Mahmoud Diko et Ibeka se sont rencontrés hier soir encore, en présence du shérif Madame Aïdara et le fils du shérif de Nioro. Et selon les informations. Moi, j'ai mes informations à travers la femme de l'imam, que je m'entendais avec elle. Et donc, elle m'a donné cette information. Et là, aujourd'hui, on me dit que, je sais que depuis quelques jours, le président de la Guinée, le professeur Alpha Condé. Alpha Condé, c'est ça, hein? Alpha Condé appelle au moins 3-4 fois Mahmoud Diko par jour. Ça, je suis aussi au courant de ça. Ça ne m'étonne pas du tout. J'ai dit ça m'étonne pas du tout. Oui, il appelle et devant les témoins, il appelle à tel point que l'imam éteint même son téléphone. Il est même prêt à venir dans ces 2 jours au Mali pour rencontrer l'imam en personne. Ouais, mais tu sais, ça c'est... Je te dis mon sentiment là-dessus et ça reste entre nous, mais je pense que c'est du bluff. Hein. Oui. Il viendra pas, Alpha. Hein. Non, il vient pas. Et puis, ils vont essayer de manipuler l'imam maintenant. Tu sais, entre toi et moi, quand l'imam voit des sacs de billets de banque, c'est bon. Hein. Ça aussi, il a un penchant. Bon. Et on lui propose quelques postes de ministre. Et puis voilà, il va essayer de jeter tout le monde dans le pont. Donc, et puis Shogel Maïga qui est là juste parce que il cherche un poste, il cherche à revenir dans les affaires parce que lui, il confond la politique aux affaires personnelles. Et tous ces vieux dinosaures là, pour eux, ils étaient politiquement morts. C'est le grand retour de tous ces gens-là, Modibo Sidibé, Moutaratal, Shogel Maïga, M. Bachili, ils étaient tous complètement morts politiquement. Et là, c'est le grand saut sur la scène parce que voilà, leur animosité vers Ibeka, c'est pas pour le Mali, c'est pour eux-mêmes.
Du coup, ça c'est sûr et certain à 100%, je suis sûr, parce que je connais ces gens-là, ils ont tous servi IBK, à 99%, IBK les a renvoyés, ils n'ont même pas démissionné, ils ont été renvoyés, remerciés, et là, ils n'ont pas digéré ça, et il y en a qui ont même du mal à manger 3 fois par jour. Donc, ils remettent maintenant leurs nouvelles, les anciens costumes qu'ils ont repassés dans le pressing, et là, ils reviennent sur la scène, ils aboient parce qu'ils cherchent à rogner encore de l'os. Je connais très bien. Et moi, j'ai passé toute ma vie avec ces gens-là à côté, je les observe, je sais comment ils sont. Là, il y a ces négociations. Je pense que, ça c'est mon sentiment personnel entre toi et moi, ils vont proposer un premier ministre plein pouvoir et l'Assemblée ne sera pas dissoute, mais ils vont organiser des élections dans les endroits où il y a eu des contestations. La Cour constitutionnelle, les gens qui ont démissionné, parce qu'on leur donne beaucoup d'argent pour qu'ils démissionnent, comme ça, ils n'ont rien à perdre. Ils vont démissionner. Et si Manassa résiste encore, tout le monde démissionne, ça reste Manassa. La Cour n'existe plus. Parce que pour l'instant, on est d'accord que la Cour constitue, il y a 4 qui ont démissionné. Hein. Oui. Et il en reste, et la pression sur les 3. Oui. Il y a la pression sur les 3. Et qu'ils ne veulent pas du tout démissionner. Et l'argument de Manassa dans tout ça, c'est que on lui a donné des documents juridiquement qui ont fait qu'elle a révisé et elle a fait son arrêt sur la base juridique et qu'aujourd'hui, c'est les politiques qui sont en train de faire croire que c'est elle la fautive alors qu'elle s'est basée sur des éléments juridiques pour trancher. Bon, c'est ce qu'elle dit. Oui, mais tu sais, quand tu discutais avec les observateurs au moment des élections, les observateurs nationaux, ils disaient que c'était pas forcément, qu'effectivement, les hommes politiques tapaient sur la Cour constitutionnelle, mais que c'était pas forcément la Cour constitutionnelle qui était fautive en tant que telle, mais c'était plutôt la loi qui faisait que ils avaient trop de pouvoir et que en fait ils avaient fait que appliquer le droit et qu'en fait c'est tout le système qu'il fallait changer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Au Mali, il y a une sorte d'hypocrisie qui fait que dès qu'il y a ce genre de choses, on trouve un bouc émissaire et tout le monde s'acharne dessus. Si on regarde bien les choses, c'est que avant même que Manassa arrive, le problème est là au Mali. Après Manassa, le problème va rester tant qu'on n'a pas révisé la loi électorale, ça va toujours rester, et tant qu'on n'a pas révisé le positionnement juridique de la Cour constitutionnelle. Ouais. Ça va toujours rester, et tant que les hommes politiques sont dans leur transhumance et cette prostitution politique, ça va toujours être. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre en cause le système et non même pas une institution. Mais aujourd'hui, c'est le défoulement de l'inconscient psychique collectif des Maliens, que ce soit la Cour constitutionnelle qui est incarnée par Manassa, qui est vue comme étant la malédiction de la veuve, quoi. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que les négociations officieuses, selon toi, ça tourne autour de proposition d'un nouveau Premier ministre. Un nouveau Premier ministre avec plein pouvoir qui sera issu à 99% de la société civile et puis qui sera donné par M5 certainement. Ouais. Et ce nouveau Premier ministre va mettre en place un gouvernement restreint entre 17 et 20 ministères. Et IBK, on va essayer de sauver la tête d'IBK. Il va rester président, mais du genre Mugabe vers la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un président qui n'a pas de pouvoir, qui va rester de temps en temps, qui va voyager, qui va rester dans son coin à Sébenouko et qui ne sera même plus consulté pendant souvent 10-15 jours. On va l'appeler président pour la forme, pour sauver la face de la démocratie malienne. L'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'on va la dissoudre complètement. Et je pense que dans les jours à venir, il va y avoir quelques démissions. Parce qu'en aparté, Moussa Mara m'a téléphoné, il m'a demandé qu'il veut démissionner, mais qu'il me demande de lancer un appel aux députés pour démissionner. On est dans le film Dallas, au Mali, c'est Dallas. C'est comme Moussa Mara que lui, il veut démissionner, mais qu'il faudrait que d'autres députés démissionnent avec lui. Ah non, il faut que moi j'appelle les députés à démissionner, comme ça il va répondre à mon appel pour démissionner. Ok. Je ne sais pas si tu as compris. Ok. En fait, il n'a pas le courage de démissionner, mais il faut que Clément Damélé s'élève pour dire, le méchant anticorruption, pour dire, écoutez, les députés, il faut que vous démissionnez, ce n'est pas bien ce qui se passe, les députés qui sont patriotes, il faut que vous démissionnez. Du coup, lui, il va s'engouffrer dedans, il va démissionner, il me dit qu'il est en accord avec une vingtaine de députés, une vingtaine qui est prête à démissionner avec lui, mais il cherche quelqu'un qui est crédible au Mali,
qui puisse faire l'appel. Donc, ils ont pensé que c'est moi qui suis le mieux placé, qu'il faut que je fasse cet appel-là pour qu'ils puissent démissionner. Bon. Ça, c'était hier soir, vers minuit, il m'a appelé. Mais je n'ai même pas répondu encore à son invitation. Et voilà, donc il y a ces trucs. L'Assemblée nationale, on ne va pas la dissoudre, mais qu'il va y avoir, tu disais tout à l'heure, éventuellement de nouvelles élections dans les endroits contestés. Oui, à 90%, ce sera ce qui va se passer bientôt. Et dans les bureaux de vote qui avaient été annulés par la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est-à-dire la commune 5, le président de l'Assemblée nationale, la Moussa terminé, la commune 1 de Bamako, le cas de Sikasso, le cas de Bougouni, voilà, le cas de Kati, tout il y a en tout, si j'ai bonne mémoire, il y a une vingtaine, je pense, une vingtaine de circonscriptions ou 23 circonscriptions où il y a des contestations. Et du coup, ils vont annuler les élections, ils vont organiser les élections partielles. Alors, il y a un problème. Si sur le plan politique, c'est bon. Sur le plan juridique, au Mali, ça pose un autre problème que personne ne voit pour l'instant. Et que tout le monde est en train de passer à côté. Parce que pour organiser les élections partielles, il n'y a que deux conditions. Il faut que les députés soient morts, il faut que les députés meurent, ou il faut qu'ils démissionnent. Est-ce que tous ces députés vont accepter de démissionner pour qu'on organise les élections législatives et législatives partielles? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il faut qu'ils acceptent de démissionner ou qu'ils meurent. Donc, il faut organiser un assassinat collectif pour organiser, ou sinon il faut les pousser à démissionner en les chicotant. Ça veut dire qu'on est dans l'impasse. Et si on arrive à ce point, parce que tout le monde est en train de dire, oui, les élections partielles, il faut organiser, la CEDEAO dit ça. Mais moi, je suis étonné de voir ces grands intellectuels qui font une solution politique sans tenir compte de la solution juridique. Juridiquement, ce n'est pas possible. Ouais. Du coup, Caroline, on sera confronté à un deuxième problème, c'est le problème juridique. Ça veut dire qu'il faut dissoudre l'Assemblée et Ibeka, il a cette carte en main. Il a quoi? Il a la carte. Ibeka peut dissoudre. C'est comme en France, le président peut dissoudre. Oui, il peut dissoudre, oui. Voilà, donc du coup, si ce problème juridique va se poser, moi, à mon avis, c'est mon analyse, ils vont tenter le coup, des députés vont refuser en disant, moi, je ne démissionne pas, et ça va pousser Ibeka à dissoudre l'Assemblée pour sauver sa tête. Voilà à la fin de la fin, ce qui pourrait se passer. Moi, je ne pense pas que Ibeka va démissionner. On va mettre encore de la pression parce que là, on se prépare pour la désobéissance civile partout au Mali. Ils vont couper les corridors, c'est-à-dire que les accès des camions, des marchandises au Mali, les frontières, les villes frontalières vont couper la route. Ça va être très très difficile pour le régime de tenir, mais il faut savoir aussi qu'il y a la pression de la population qui va peser sur nous parce que ça veut dire qu'on va toucher à l'économie, ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui ne sera pas d'accord avec nous. Ça peut durer une semaine, 2 semaines, mais à un moment, ça pourrait s'essouffler. Et au final, il faut que nous, on fasse marche arrière sur certains points. Et le point sur lequel on pourrait faire marche arrière, moi je pense que Mahmoud Dicko pourrait être consentant là-dessus avec une majorité des gens dans M5, c'est que le KRS, mais il va perdre le gouvernement, il va perdre l'Assemblée, il va perdre la Cour constitutionnelle. Oui. Et Mahmoud Dicko, je pense qu'il a déjà négocié ça. Il a déjà négocié quoi? Ce schéma-là. Le schéma que tu viens de me décrire? Oui. Donc, c'est-à-dire nouveau Premier ministre, Assemblée nationale et dissolution de la Cour constitutionnelle? Oui, la Cour constitutionnelle, en fait, ils vont proposer beaucoup d'argent. Si maintenant ça refuse, tout le monde va démissionner, elle va rester seule et la Cour constitutionnelle ne tient plus. Ça veut dire que techniquement, la Cour constitutionnelle n'existe plus, même s'il n'y a pas eu la dissolution, mais c'est une Cour constitutionnelle qui ne tient plus. Donc, deuxième chose, l'Assemblée sera dissoute par Ibeka et sur les recommandations de la communauté internationale, ça va dédouaner Ibeka en disant que ce n'est pas Ibeka qui l'a fait, mais c'est la communauté internationale et la pression sociale pour sauver le Mali. Le gouvernement sera dissous, il n'y a pas de gouvernement pour l'instant, et ils vont mettre Boubou sur l'hôtel de la ville et il va sacrifier pour sauver encore Ibeka. Il va laisser Ibeka et puis ça va calmer tout le monde.
Donc ça, en fait, il y a deux hypothèses. Il y a la première avec les élections partielles et puis éventuellement la deuxième hypothèse, dissolution de l'Assemblée nationale et puis nouveau Premier ministre. Oui, c'est-à-dire que dans les deux hypothèses, la seule différence, c'est que au niveau de l'Assemblée, soit c'est pas les élections partielles ou la dissolution de l'Assemblée. Mais dans les deux cas, je pense que le gouvernement va partir, le gouvernement va échapper à Ibeka et la Cour constitutionnelle sera dissoute ou techniquement dissoute. Ok. Là, je suis sûr à 100%. Hein, parce que moi, j'ai parlé avec Diko hier j'ai pété un plomb. Ouais. Que les jeunes ne sont pas considérés respectés. Je vais quitter M5, il m'a appelé chez lui, on a longuement discuté et je lui ai posé la question comment tu vas à la fin des choses. Il ne m'a pas dit clairement, mais il m'a dit oui, moi, est-ce que tu ne penses pas que la solution, ils vont nous proposer ça, ils vont nous mettre la prison si on refuse, les populations ne vont pas comprendre. J'ai compris tout ce qu'il a déjà négocié, ce schéma-là. Moi, j'ai compris. D'accord. Donc la deuxième hypothèse, la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça, hein? Oui, la dissolution de l'Assemblée nationale et le gouvernement constitué d'un Premier ministre de la société civile et M5 va prendre presque 80% du gouvernement. Quoi. Et puis voilà, Ibeka va devenir comme Mugabe à la fin. D'accord. Et la première hypothèse que tu m'as décrite avec les élections partielles, ça ce serait... C'est pas une hypothèse qui aurait éventuellement été négociée par Diko? Oui, c'est une hypothèse qui du coup est partante, pour laquelle du coup est partante, est partante plutôt, mais c'est une hypothèse qui juridiquement pose un problème. Est-ce que les députés vont accepter? Ouais. Voilà, c'est ça. Ça échappe à Ibeka et à Diko. Et ce qui n'échappe pas à Ibeka, c'est la dissolution de l'Assemblée. Ça n'échappe pas à Ibeka. D'accord. À mon avis, si ça coince beaucoup, si on fait encore une autre grande sortie et qu'Ibeka est coincé, c'est ça qu'il va faire. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça. C'est que si ça se poursuit, c'est ce qui se profile, quoi. Ok. Bah, pour moi, aujourd'hui, ce qui peut sauver Ibeka, si j'étais proche d'Ibeka, c'était la solution. Parce que la troisième hypothèse, c'est qu'Ibeka va partir avec l'Assemblée, avec le gouvernement, avec tout. Ibeka, il va franchement, il sera déboulonné complètement. Ouais, mais ça, vous y croyez pas trop, quoi. Non, moi, je ne crois pas et je ne pense pas que je pense que ça va être très très chaud pour le Mali. Si on fait ça c'était ma première option. Hein. Moi, j'étais parti jusqu'à présent. Je suis considéré comme la branche radicale de la chose et que je ne suis pas négociable. Mais je me dis à un moment, est-ce que Ibeka n'incarne pas aussi quelque part au regard de la France, de la communauté internationale, comme étant la gage de la démocratie et de la stabilité. En enlevant Ibeka, est-ce que ça ne donne pas une incertitude tellement grandiose que ça sera très compliqué pour nous-mêmes, qui sommes contre Ibeka. Donc, je suis en train de me dire, il faut que peut-être moi-même je révise ma position pour essayer de mettre une hypothèse que si Ibeka reste, il faut quand même lui enlever son entourage pourri là. Tous ces gens corrompus là, il faut les déboulonner et garder Ibeka hypothétiquement comme étant un président mais qui n'a plus de pouvoir et que son entourage n'agit plus dans la corruption, dans la malgouvernance et que sa famille ne gère plus. Et que l'option Ibeka, après Ibeka 2023, c'est son fils, est carrément effacée sur les ardoises. Donc, ça va rassurer beaucoup de prétendants pour 2023. Ça va faire que la bonne gouvernance sera vue par les Maliens comme étant possible. Et ça fait que les Maliens disent Ibeka est là finalement parce qu'il y a quand même des Maliens qui pensent que Ibeka doit rester. Donc, ça va calmer les deux camps. Certains vont dire tout le monde va gagner quelque chose dans la négociation. Bon, nous, on ne veut pas qu'Ibeka parte. Il est resté. Nous, le côté Clément et Mahmoud Diko, et ils voulaient qu'Ibeka parte. Mais Ibeka n'est pas parti, mais ils ont gagné quelque chose. Et du coup, on va garder les choses comme ça. En 2023, ça trouvera qu'on a fait des vraies réformes, qu'on a vraiment réformé le Mali, qu'on a gardé la communauté internationale, l'aménagement est resté, Barkhane est resté, tout le monde est resté, et que les choses se passent mieux pour organiser des vraies élections en 2023 et essayer d'accompagner le Mali pour sortir de cette crise. Moi, je pense aujourd'hui que c'est une bonne option et qu'à un moment, il faut qu'on accepte de partir dans ce sens.